expression que je lui ai donné un titre hautement philosophique, sinon même stratosphérique. Plurilinguisme, monolinguisme, une illustration du combat permanent de l'un et du multiple. Un sous-titre plus prosaïque, ou comment sauver le pluralisme culturel d'un universalisme biaisé. J'ai voulu montrer par là que si l'on remonte très haut, jusqu'au Big Bang initial, et au-delà du mur de Planck, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Mais si on part de ce point de vue-là, on voit que depuis le Big Bang, à partir d'un point de départ unique, l'univers en expansion a explosé en une multitude de galaxies, une multitude de systèmes solaires, une multitude de planètes et d'étoiles. Si l'on revient plus modestement sur la nôtre planète, la planète Terre, on voit que, à partir du moment où la vie a commencé à exister, elle s'est partagée à la fois dans les airs, dans les eaux, sur Terre, en une multitude d'espèces végétales, une multitude d'espèces de poissons, une multitude d'espèces d'animaux terrestres, y compris notre espèce à nous. Et on peut se poser la question, pourquoi pas une seule espèce de végétaux? Pourquoi pas une seule espèce de poissons? Pourquoi pas nous avons une seule espèce humaine? Et pourquoi cette espèce s'est partagée en une multitude d'ethnies? Et donc on voit que spontanément, à partir du point de départ unique, s'est fait un partage dans la multiplicité. Si je continue. Depuis le pari perdu de la tour de Babel, on voit que la tentative d'imposer une langue unique a avorté. Et donc, à travers l'histoire, on peut voir comment s'est développée une diversité de façon spontanée. L'unité prétend à l'universalité, si on vient sur l'aspect linguistique, l'unité d'une langue et l'universalité prétendue d'une langue en particulier, il y en a eu plusieurs dans la compétition, vise en principe à faciliter la communication. Mais dans les langues, malgré tout, on voit qu'une diversification s'est établie un peu partout. Si l'on prend les principales branches de langues, par exemple, pour l'Europe, nous avons les langues latines, dérivées du latin qui ont évolué en plusieurs langues, le castillan et toutes les variantes que l'on a vues en Espagne et que le professeur Herrera nous a bien développées hier. Si l'on prend les langues scandinaves, on voit qu'elles se sont également diversifiées. Si l'on prend les langues slaves, on voit qu'elles-mêmes se sont diversifiées. Donc, malgré une prétention à l'unité, spontanément s'est établie une diversité. Et cette diversité, qui correspond à une pluralité, défend une certaine richesse culturelle. Toutes les langues qui se sont développées à partir d'un point de départ unique ont évolué par enrichissement à travers l'histoire, à travers le temps, pour arriver aux langues que nous avons actuellement. Vous entendez à mon accent ? Donc, ce que je vais vous proposer ici, c'est une revue factuelle, succincte, sur ce combat qui se fait entre
la volonté de domination de certaines langues dans des espaces particuliers et la résistance spontanée de variantes dans ces langues pour arriver à ce pluralisme. Donc, mon exposé reposera sur 3 points. Le monolinguisme et la résistance contre ce monolinguisme par la fragmentation spontanée des langues. Deuxième point, le pluralisme pour sauver le monde d'une uniformité culturelle polarisante. Et troisième point, comment essayer de trouver une solution à ce conflit. Si je prends le premier point, différenciation spontanée induite par l'histoire, le temps, etc. Donc, hier, nous avons vu le cas de l'Espagne où le castillan imposé par les rois catholiques après la Reconquista, je simplifie un peu, se trouve maintenant confronté à la résistance et même la revendication qui peut aller très loin d'autres langues régionales jusqu'à éventuellement une demande d'indépendance. J'ai traversé, en arrivant ici, une petite ville du sud de l'Espagne où j'ai même vu un graffiti sur un mur qui disait « Andalucía, Independencia ». Je ne pensais pas que les Andalous allaient jusque-là, même si, quand ils parlent, ils avalent la moitié de leurs mots. Si je prends pour la France, vous entendez à mon accent que je ne suis pas un Français du Nord. Pierre Frappe nous a expliqué hier comment, en une cinquantaine d'années, l'Alsacien avait disparu d'Alsace. Ma langue originaire, c'est l'occitan, la langue d'oc, qui survit péniblement, mais qui ne tient pas vraiment la route. Les gens qui parlent, j'ai appris l'occitan quand j'étais enfant spontanément, je le parle très mal. Il y a des résistances, il y a des mouvements occitanistes, mais qui ont une façon de prononcer la langue qui est un peu artificielle, qui montre que c'est un peu forcé. Il y a quand même en France diverses résistances. Les Corses, les Basques, la branche que nous en avons, les Catalans, la branche que nous en avons, les Bretons, plus ou moins. Mais malgré ce, le français domine et a été imposé principalement par la Troisième République française. Dans les écoles, on tapait sur les doigts des élèves qui spontanément parlaient leur langue locale pour leur imposer de parler en français. On peut faire la même comparaison avec d'autres pays. Par exemple, dans les pays d'Europe de l'Est qui sont de langue slave, on voit qu'il y a des variantes dans les langues slaves également. Du temps de la Yougoslavie, dans toute la Yougoslavie, on parlait le serbo-croate. Quand la Yougoslavie a explosé, les Croates ont voulu prétendre avoir une langue différente, même les Monténégrins prétendent avoir une langue différente. Or, les nuances de différence qu'ils ont sont celles qu'il y a dans ma langue d'oc entre l'occitan de ma ville de Béziers dans le sud méditerranéen et celui que l'on parle à Toulouse, par exemple. Ce sont des petites nuances sur quelques mots, mais ça reste la même langue. Les Bulgares, qui n'ont pas fait partie de la Yougoslavie, se comprennent parfaitement avec les Serbes, parlant bulgare, et les autres en serbe, parce que ce qui les distingue, ce sont des nuances, mais la dominante fait que l'intercompréhension est possible. Lors des 5e assises, on a eu une présentation intéressante pour montrer l'intercommunication entre les langues qui sont de même source. Entre les langues latines, on peut se comprendre, même s'il y a des mots qui peuvent être traîtres. Par exemple, una poltrona en italien, ça ne correspond pas à un poltron en français. Mais dans l'ensemble, on peut communiquer. Donc voilà un peu, il y a... Et puis si on regarde plus loin, pour les langues européennes qui se sont transportées de l'autre côté du fleuve Atlantique, que ce soit l'anglais, que ce soit le français, que ce soit l'espagnol castillan, on voit que, et hier le professeur Herrera nous a fait remarquer, que l'espagnol castillan est une langue internationale. Il y a 22 pays qui parlent l'espagnol. Mais entre l'espagnol qu'on parle à Madrid, celui qu'on parle en Andalousie, celui qu'on parle au Mexique ou à Cuba ou au Pérou ou en Argentine, il y a quand même des variantes parce qu'en se transportant de l'autre côté de l'Atlantique, des mots nouveaux se sont incorporés, dérivés des langues autochtones par exemple, et puis une évolution distincte de la langue parce que, encore une fois, l'évolution d'une langue est liée à l'histoire et à une évolution culturelle.
Si on regarde le français en Amérique du Nord, pour ce qu'il en reste, principalement le Québec. Le Québec parle français avec son accent particulier qui date du temps du régime français, avant la conquête par les Anglais, et il a évolué séparément. Il y a une base française, mais il y a des mots dérivés de l'anglais, il y a des mots pris dans les langues autochtones. Par exemple, je me rappelle avoir visité à Péribonka, autour du lac Saint-Jean, la maison de Louis Aymon, l'auteur du roman Maria Chapdelaine. Et il y avait des appareils, cette maison est devenue un musée. Il y avait quelques appareils là-dessus et une machine, je ne savais pas ce que c'était. Une jeune fille servait de guide. Je lui demande, qu'est-ce que c'est que cet engin-là? Elle m'a dit, ça c'est une machine à canner. Une machine à canner, ça voulait dire quoi ça? C'était dérivé de l'anglais, can, ça veut dire une boîte de conserve, donc c'était une machine à sertir les boîtes de conserve. C'était pas évident. Donc voilà. Et pour l'anglo-américain, il est évident que l'anglo-américain des États-Unis ne correspond pas vraiment à l'accent d'Oxford ni à celui de Cambridge. Et que là aussi, il y a des mots qui ont pris un sens différent. Le mot corne, par exemple, ne dit pas la même chose aux États-Unis que ce qu'il dit sur le continent européen. Donc on voit comment les langues, même des langues qui avaient une prétention à l'universalité dans un espace donné, ont varié spontanément par l'usage, par l'histoire particulière, par le fait qu'elles vivent, qu'elles se sont développées dans un contexte spécifique. Il y a une différenciation par le volontarisme politique aussi. Donc, par exemple, j'ai cité le cas de la Yougoslavie. Il y a eu cette différenciation qui s'est faite volontairement parce que les Croates voulaient parler croate et non pas serbo-croate. Et puis il y a une différenciation par les niveaux sociaux. Quand nous parlons une langue, que ce soit le français, le castillan, une autre, il y a une différence dans la manière de le parler entre les gens qui appartiennent au niveau supérieur de la société et le peuple. Et plus ça va, plus on voit que dans le contexte actuel, le langage évolue et que le langage du peuple est un langage plus pauvre que celui des élites. Et puis on assiste maintenant dans le comment sauver par le plurilinguisme cette diversité du monde et la protéger de l'uniformisation culturelle qu'on cherche à nous imposer par un monolinguisme qui en Europe est celui du tout anglais. On voit que c'est surtout, je pense aussi, la mondialisation induite par l'économie libérale et notamment la politique des GAFAM qui dominent le monde, toutes ces grosses sociétés qui sont d'origine américaine, mais dont certaines ont des budgets qui sont plus importants que des budgets nationaux. Et c'est les nouvelles technologies de l'information, de la communication, ce que nous appelons en français l'informatique. Tout cela induit un langage particulier qui est un langage à vocation commerciale, à vocation d'impérialisme commercial. C'est pour ça que je parle d'un universalisme biaisé. Il y a une vocation à l'universalisme, mais qui est biaisée parce qu'il tire vers le commercial, vers l'économique et non pas vers la culture. Donc il y a un appauvrissement culturel, de même que si, quand nous voyageons, quand nous faisons du tourisme, on voit de plus en plus apparaître, même dans l'architecture moderne, de belles choses, mais qu'on retrouve semblables d'un horizon du monde à l'autre. Donc c'est pareil pour les langues, si nous voulons sauver la diversité qui fait la richesse culturelle de notre monde ou de notre continent, quel qu'il soit, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique, il est important de maintenir la diversité des langues. Et donc, quelle est la solution que nous proposons? Nous avons une solution, je dis nous, je parle de notre association ICO, Institut de coopération avec l'Europe orientale, qui est basée à Montpellier, dans le sud de la France donc. Et je vais donc vous redonner une ritournelle que je chante depuis les 4e assises du plurilinguisme. Nous avons une solution qui est celle d'un trilinguisme souple.
L'Union européenne est supposée reconnaît toutes les langues des pays membres de l'Union comme langues officielles, mais les services de la Commission sont supposés travailler en 3 langues dites de travail, qui sont alphabétiquement l'anglais, l'allemand et le français. On voit que de plus en plus, l'allemand disparaît, le français se ratatine comme une peau de chagrin, et on continue à nous imposer insidieusement l'anglais, alors même que le Royaume-Uni, après le Brexit, ne fait plus partie de l'Union européenne. On nous impose donc cette langue, ce qui veut dire que, et Christian Tremblay, dans le dernier édito qu'il a fait pour la lettre de l'OEP, nous a très lumineusement présenté la différence entre multilinguisme et plurilinguisme. Il nous a fait remarquer que l'Union européenne est très réticente à utiliser le terme de plurilinguisme. Elle préfère parler de multilinguisme, parce qu'à travers ce terme, on cherche à nous imposer un fédéralisme rampant. On ne demande jamais au peuple d'Europe quel est leur point de vue là-dessus. Et ce monolinguisme du tout anglais fera que petit à petit, il se passera ce qui s'est passé dans d'autres pays où une langue devenue nationale s'est imposée aux autres. Petit à petit, les diverses langues d'Europe deviendraient des patois, comme ma langue, l'occitan, est devenue un patois en France. Et comme l'italien officiel s'est imposé aux Vénitiens, à d'autres langues, etc. Donc nous avons une solution, nous, qui, partant de ce trilinguisme et des langues de travail, propose un trilinguisme souple, qui veut dire que lorsque quelqu'un a à intervenir dans le contexte européen, qu'il le fait soit à l'oral, soit à l'écrit, pour proposer l'amendement à un texte réglementaire, etc., qu'il le fasse d'abord dans sa langue maternelle, parce que c'est dans celle-ci qu'il maîtrise le mieux toutes les nuances de sa pensée. Même si on se prétend bon anglophone, on n'est jamais aussi bon anglophone que ce qu'on peut être bon germanophone, bon hispanophone, bon francophone, bon italiophone. Donc, d'abord dans sa langue, qui permet le mieux l'expression de sa pensée et qui servirait de langue de référence en cas de contentieux d'interprétation. Et qu'ensuite, pour faciliter la diffusion, qu'il fasse traduire son document dans 2 autres langues, soit 2 des 3 langues dites de travail, soit au moins l'une de celles-ci, plus une autre qui, selon le contexte de l'intervention, paraîtrait plus pertinente. Ainsi, selon la volonté de l'intervenant, toutes les langues d'Europe peuvent être mises en valeur et sauvées de la déréliction, au lieu qu'une seule langue nous soit imposée, qui se traduirait par un appauvrissement de la culture générale de l'Europe. Donc voilà la proposition que nous avons faite. Plusieurs personnes dans cette salle ont bien déjà voulu soutenir cette proposition. Si vous ne la trouvez pas trop idiote, nous serions heureux d'accueillir aussi la signature de ceux qui le voudront. Vous avez là l'adresse sur laquelle, sur le site de notre association ICO, on peut trouver tout le détail de la présentation de cette formule, y compris avec des illustrations pratiques pour montrer comment cela peut fonctionner dans des contextes particuliers, conférences, réunions internationales, etc. Je vous remercie de votre attention. Merci.